Le meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 2. Ils laissèrent M. Foster dans la salle de décantation. Le DIC et ses étudiants prirent place dans l'ascenseur le plus proche et furent montés au 5e étage. Pouponnière, salle de conditionnement néo-pavlovien, annonçait la plaque indicatrice. Le directeur ouvrit une porte. Ils se trouvèrent dans une vaste pièce vide, très claire et ensoleillée, car toute la paroi exposée au sud ne formait qu'une fenêtre. Une demi-douzaine d'infirmières, vêtues des pantalons et des jaquettes d'uniforme réglementaire en toile blanche de viscose, les cheveux aseptiquement cachés sous des bonnets blancs, étaient occupées à disposer sur le plancher des vases de roses suivant une longue rangée d'un bout à l'autre de la pièce. De grands vases, garnis de fleurs bien serrées, des milliers de pétales pleinement épanouis et d'une odeur soyeuse, semblable aux joues d'innombrables petits chérubins, mais de chérubins qui, dans cette lumière brillante, n'étaient pas exclusivement roses et ariens, mais aussi lumineusement chinois, mexicains aussi, apoplectiques aussi d'avoir soufflé dans des trompettes célestes, pâles comme la mort aussi, pâles de la blancheur posthume du marbre. Les infirmières se raidirent au garde-à-vous à l'entrée du DIC. « Installez les livres, dit-il sèchement. En silence, les infirmières obéirent à son commandement. Entre les vases de roses, les livres furent dûment disposés. Une rangée d'in-quarto enfantins, ouverts d'une façon tentante, chacun sur quelques images gaiement coloriées de bêtes, de poissons ou d'oiseaux. À présent, faites entrer les enfants. Elles sortirent en hâte de la pièce et rentrèrent au bout d'une minute ou deux, poussant chacune une espèce de haute serveuse, chargée sur chacun de ses 4 rayons en toile métallique, 2 bébés de 8 mois, tous exactement pareils. Un groupe de Bokanovski, c'était manifeste, et tous, puisqu'ils appartenaient à la caste Delta, vêtus de kaki. Posez-les par terre, on déchargea les enfants. À présent, tournez-les de façon qu'ils puissent voir les fleurs et les livres. Tournés, les bébés firent immédiatement silence, puis ils se mirent à ramper vers ces masses de couleurs brillantes, ces formes si gaies et si vives, sur les pages blanches. Tandis qu'ils s'en approchaient, le soleil se dégagea d'une éclipse momentanée où l'avait maintenu un nuage. Les roses flamboyèrent comme sous l'effet d'une passion interne soudaine. Une énergie nouvelle et profonde parut se répandre sur les pages luisantes des livres. Des rangs des bébés, rampant à 4 pattes, s'élevaient de petits piaillements de surexcitation, des gazouillements et des sifflotements de plaisir. Le directeur se frotta les mains. « Excellent, dit-il. On n'aurait guère fait mieux si ça avait été arrangé tout exprès. » Les rampeurs les plus alertes étaient déjà arrivés à leur but. De petites mains se tendirent, incertaines, touchèrent, saisirent, effeuillant les roses transfigurées, chiffonnant les pages illuminées des livres. Le directeur attendit qu'ils fussent tous joyeusement occupés, puis « Observez bien, dit-il, et levant la main, il donna le signal. L'infirmière chef, qui se tenait à côté d'un tableau de commande électrique à l'autre bout de la pièce, abaissa un petit levier. Il y eut une explosion violente, perçante, toujours plus perçante, une sirène siffla. Des sonneries d'alarme retentirent, affolantes. Les enfants sursautèrent, hurlèrent. Leurs visages étaient distordus de terreur. « Et maintenant, cria le directeur car le bruit était assourdissant, maintenant nous passons à l'opération qui a pour but de faire pénétrer la leçon bien à fond, au moyen d'une légère secousse électrique. » Il agita de nouveau la main et l'infirmière chef abaissa un second levier. Les cris des enfants changèrent soudain de ton. Il y avait quelque chose de désespéré, de presque dément, dans les hurlements perçants et spasmodiques qu'ils lancèrent alors. Leurs petits corps se contractaient et se raidissaient. Leurs membres s'agitaient en mouvements saccadés, comme sous le tiraillement de fils invisibles.
Nous pouvons faire passer le courant dans toute cette bande de planchers, glapit le directeur en guise d'explication. Mais cela suffit, dit-il comme signal à l'infirmière. Les explosions cessèrent, les sonneries s'arrêtèrent. Le hurlement de la sirène s'amortit, descendant de ton en ton jusqu'au silence. Les corps raidis et contractés se détendirent, et ce qui avait été des sanglots et des abois de fous furieux en herbe se répandit de nouveau en hurlements normaux de terreur ordinaire. Offrez-leur encore une fois des fleurs et des livres. Les infirmières obéirent, mais à l'approche des roses, à la simple vue de ces images gaiement coloriées du minet, du cocorico et du mouton noir qui fait bé bé, les enfants se reculèrent avec horreur. Leurs hurlements s'accrurent soudain en intensité. Observez, dit triomphalement le directeur, observez. Les livres et les bruits intenses, les fleurs et les secousses électriques. Déjà, dans l'esprit de l'enfant, ces couples étaient liés de façon compromettante, et au bout de 200 répétitions de la même leçon ou d'une autre semblable, ils seraient mariés indissolublement. Ce que l'homme a uni, la nature est impuissante à le séparer. Ils grandiront avec ce que les psychologues appelaient une haine instinctive des livres et des fleurs, des réflexes inaltérablement conditionnés. Ils seront à l'abri des livres et de la botanique pendant toute leur vie. Le directeur se tourna vers les infirmières. Remportez-les. Toujours hurlant, les bébés en kaki furent chargés sur leurs serveuses et roulés hors de la pièce, laissant derrière eux une odeur de lait aigre et un silence fort bienvenu. L'un des étudiants leva la main, et bien qu'il comprît fort bien pourquoi l'on ne pouvait pas tolérer que les gens de caste inférieure gaspillassent le temps de la communauté avec des livres, et qu'il y avait toujours le danger qu'ils lussent quelque chose qui fît indésirablement déconditionner un de leurs réflexes, cependant, en somme, ils ne concevaient pas ce qui avait trait aux fleurs. Pourquoi se donner la peine de rendre psychologiquement impossible au delta l'amour des fleurs? Patiemment, le DIC donna des explications. Si l'on faisait en sorte que les enfants se missent à hurler à la vue d'une rose, c'était pour des raisons de haute politique économique. Il n'y a pas si longtemps, voilà un siècle environ, on avait conditionné les gamma, les delta, voire les epsilon à aimer les fleurs en particulier et la nature sauvage en général. Le but visé, c'était de faire naître en eux le désir d'aller à la campagne chaque fois que l'occasion s'en présentait, et de les obliger ainsi à consommer du transport. Et ne consommaient-ils pas de transport demanda l'étudiant. Si, et même en assez grande quantité, répondit le DIC, mais rien de plus. Les primes verts et les paysages, fit-il observer, ont un défaut grave. Ils sont gratuits. L'amour de la nature ne fournit de travail à nulle usine. On décida d'abolir l'amour de la nature, du moins parmi les basses classes. D'abolir l'amour de la nature, mais non point la tendance à consommer du transport. Car il était essentiel, bien entendu, qu'on continuât à aller à la campagne, même si l'on avait cela en horreur. Le problème consistait à trouver à la consommation du transport une raison économiquement mieux fondée qu'une simple affection pour les primes verts et les paysages. Elle fut dûment découverte. Nous conditionnons les masses à détester la campagne, dit le directeur pour conclure, mais simultanément, nous les conditionnons à raffoler de tous les sports en plein air. En même temps, nous faisons le nécessaire pour que tous les sports de plein air entraînent l'emploi d'appareils compliqués, de sorte qu'on consomme des produits manufacturés aussi bien que du transport, d'où ces secousses électriques. Je comprends, dit l'étudiant, et il resta silencieux, éperdu d'admiration. Il y eut un silence, puis tout sautant pour se dégager la voix. Il était une fois, commença le directeur, alors que notre Ford était encore de ce monde, un petit garçon qui s'appelait Reuben Rabinovitch. Reuben était l'enfant de parents de langue polonaise. Le directeur s'interrompit. Vous savez ce que c'est que le polonais, je suppose. Une langue morte. Comme le français et l'allemand, ajouta un autre étudiant exhibant avec zèle son savoir. Et parents, questionna le DIC. Il y eut un silence gêné. Plusieurs des jeunes gens rougirent. Ils n'avaient pas encore appris à reconnaître la ligne de démarcation, importante mais souvent fort ténue,
qui sépare l'ordure de la science pure. L'un d'eux, enfin, eut le courage de lever la main. Les êtres humains, autrefois, étaient, dit-il avec hésitation, le sang lui affluait aux joues, enfin, ils étaient vivipares. Très bien, le directeur approuva d'un signe de tête. Et quand les bébés étaient décantés, naissaient, corrigea-t-il, eh bien, alors c'étaient les parents, c'est-à-dire pas les bébés, bien entendu, les autres. Le pauvre garçon était éperdu de confusion. En un mot, résuma le directeur, les parents étaient le père et la mère. Cette ordure, qui était en réalité de la science, tomba avec fracas dans le silence gêné de ces jeunes gens qui n'osaient plus se regarder. La mère, répéta-t-il très haut pour faire bien pénétrer à fond la science, et se penchant en arrière sur sa chaise, ce sont là, dit-il gravement, des faits désagréables, je le sais, mais aussi la plupart des faits historiques sont désagréables.